1974 est publié un rapport, The Baby Killer, qui accuse directement l'entreprise Nestlé de commettre le pire, de tuer des bébés. Tueurs de bébés, 5 contre biberon, responsabilité de l'industrie dans la malnutrition. Les groupes de défense du tiers-monde accusent les fabricants d'aliments pour nourrissons. Donc selon ce rapport, dans de nombreux pays, Nestlé expose des populations pauvres et analphabètes à des pratiques commerciales agressives, avec du marketing trompeur, des doses gratuites, et l'entreprise va même jusqu'à habiller ses vendeuses en blouse blanche pour promouvoir le lait en poudre plutôt que l'allaitement au sein. Mais cette poudre doit être mélangée avec de l'eau. Dans des pays connus pour avoir des systèmes d'eau potable défaillants, les conséquences sont prévisibles. Des centaines de milliers d'enfants meurent. Des bébés sous-alimentés, atteints par les traditionnelles maladies de la faim, victimes du marasme, et comme c'est le cas ici, du kwashiorkor ou le manque d'albumine. Ces enfants ne viennent pourtant pas de régions de disette. Leurs mères ne sont ni malades ni sous-alimentées. Le seul point commun entre ces nourrissons, c'est qu'ils ont été nourris au biberon. Leurs mères, désespérées, ne parviennent pas à comprendre que leurs bébés perdent du poids, que leur corps se ratatine, au lieu de s'épanouir et que parfois, ils meurent. Car elles pensaient leur avoir donné la meilleure chose possible, du lait en poudre, bu au biberon. Mais pour un grand nombre de ces mamans, la campagne en faveur du lait maternel arrive trop tard. Il y a trop longtemps qu'elles ont arrêté d'allaiter, leur propre production de lait est tarie. À l'époque, l'ampleur du phénomène est difficile à estimer, mais en 2018, une étude indique que les pratiques de Nestlé ont à elles seules causé une surmortalité de 212 000 nourrissons, rien qu'en 1980. Si des chiffres aussi précis n'étaient pas connus, le patron de Nestlé se voit attaqué lors d'un débat par des étudiants suisses. Comment est-il possible d'être président du conseil d'administration de Nestlé et chrétien en même temps ? Ou est-ce qu'il faut une double conscience ou une double morale? Si on distribue encore, par exemple, le lactogène au tiers-monde, des milliers d'enfants mouriront encore. C'est pas moral, ça. Mais je ne peux que vous répéter qu'il n'y a pas d'enfants qui meurent à cause de la distribution du lactogène. Je vous ai dit que j'ai pris toutes les mesures possibles. Ne voulez-vous vraiment pas écouter? Vous me donnez même pas la bonne volonté que j'ai d'être honnête et solide. Je suis pour certains parmi vous tout simplement un monstre qui exploite, qui ment. Je ferai de mon entreprise tout ce qu'un homme honnête et solide peut en faire. Cette promesse d'honnêteté ne suffit pas pour les ONG et églises anglo-saxonnes qui organisent un boycott massif qui va notamment amener l'entreprise à devoir s'expliquer devant le Sénat américain en 1978. Today we'll focus on one small element of their problems, of fostering malnutrition and spreading disease. We'll focus on the advertising, marketing and promotion and the use of infant formula in developing nations. Nestlé, cette fois-ci, choisit de contre-attaquer en expliquant que l'entreprise est victime d'une attaque de la part d'une coalition d'églises qui vise à affaiblir la liberté entrepreneuriale. This is actually an indirect attack on the free world's economic system, a worldwide church organization with the stated purpose of undermining the free enterprise system is in the forefront of these activities. Now you can't seriously expect We'll be in order. We'll be in order now, please. We'll be in order. Leur défense, très agressive, provoque les rires. Et la force de ce boycott pousse Nestlé à faire évoluer sa communication. Parce qu'à aucun moment, il n'est question de répondre de leurs pratiques devant la justice, que ce soit dans les pays riches de l'époque ou dans les pays où se trouvent leurs victimes. Alors, c'est comme si l'entreprise agissait comme un bouclier qui permet à celles et ceux qui savent de limiter leurs responsabilités. Un point rendu évident quand il leur est demandé s'ils ont l'impression d'avoir une responsabilité dans l'utilisation de leurs produits dans les pays en développement. Do you feel that you have any responsibility? We can't have that responsibility, sir. You can't have that responsibility? No. How can I be responsible for the water system? Not talking. I'm talking about the use of your product in those areas. Comment pourrait-il être responsable de l'infrastructure d'eau potable? Si certaines pratiques parmi les plus agressives de Nestlé ont changé après ce scandale, les décès de nourrissons liés à la contamination de l'eau ont continué. L'étude de 2018 compte un total de 10,9 millions de nourrissons morts entre 1960 et 2015 liés à l'utilisation de lait en poudre. Nestlé répondra en remettant en cause la méthodologie de cette étude, mais aussi en étant au cœur d'un autre scandale révélé en 2023, quand l'organisation Public Eye publie un rapport qui montre que les aliments pour bébés vendus dans les pays pauvres dans les années 2020 sont en fait beaucoup plus chargés en sucre qu'ailleurs. Mais ce phénomène n'est peut-être pas si surprenant.
L'économie moderne donne aux entreprises comme Nestlé une sorte de responsabilité limitée par rapport à leurs actions. Ce terme de responsabilité limitée, en fait, c'est un principe juridique, c'est pas un complot. Mais ce terme un peu obscur, vous verrez qu'après cet épisode, vous ne pourrez plus l'ignorer. SARL, c'est une société anonyme à responsabilité limitée. Google LLC, c'est Limited Liability Company, donc responsabilité limitée. L'entreprise Bosch GmbH, le BH, c'est responsabilité limitée. Donc, nous sommes tous les jours en contact avec ce principe juridique. Mais responsabilité limitée, est-ce que ce serait pas juste une autre manière de dire partiellement irresponsable? Parce que Nestlé est dans un nouveau scandale. Ils doivent, encore une fois, en 2025, s'expliquer devant des sénateurs. Encore une fois, il s'agit d'eau contaminée, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de mort de nourrissons. Par contre, ça se passe en France, donc devant vos sénateurs, en lien avec l'eau que vous buvez. Pendant ces revues de processus, certains membres de mes équipes m'ont alerté sur la situation. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les responsables de ces équipes pour qu'ils puissent aussi, le cas échéant, déposer devant cette commission pour qu'on puisse comprendre les choses, ou quelles sont les équipes qui vous ont remonté ces éléments? Donc, j'ai travaillé avec ces équipes techniques qui m'ont apporté. Je me permets de reposer ma question. Quel était le chef de cette équipe technique? Quelle est la personne, s'il vous plaît, qui vous a informé de la situation, puisque pour que nous puissions retracer la manière dont les choses se sont passées au sein du groupe dans les années antérieures? Donc, quelle est la personne qui vous a informé? Il n'y avait pas de chef de ces équipes techniques. Alors, quelle est la personne qui vous a informé, s'il vous plaît? Il y avait plusieurs personnes qui m'ont informé. Quels sont leurs noms? Je n'ai pas leur nom et Attendez, j'ai fait le choix de me concentrer sur l'avenir. Comment Nestlé a pu obtenir son irresponsabilité? Dans une biographie du fondateur de l'entreprise, publiée sur le site de Nestlé, il est écrit que le 31 octobre 1857, Nestlé et son partenaire, apparemment solide et dynamique, fondent une société en nom collectif libellée au nom de Henri Nestlé. Ce type de société, ça signifie que les deux associés sont responsables des pertes jusqu'à la dernière pièce et jusqu'au dernier lopin de terre. C'est comme un mariage en fait, donc ils ont nécessairement les mains, la tête, les yeux sur l'entreprise parce qu'ils en sont entièrement responsables. Mais il se passe quelque chose à ce moment-là en Europe. La révolution industrielle spécialise les économies, mondialise encore davantage les échanges. Et les années 1800, c'est aussi la domination d'une grande partie du monde par l'Empire britannique et sa Compagnie des Indes orientales, qui génère un afflux de richesses sans précédent au Royaume-Uni. Il y avait donc, comme l'indique Guillaume Villemet, un économiste spécialiste de la responsabilité limitée, plus d'argent à investir que d'opportunités d'investissement. Ce que souhaitait cette classe bourgeoise, c'était investir, mais non s'investir dans des projets. Les débats, de même que de nombreux articles de journaux de la même époque, montrent bien que ces investisseurs en puissance sont derrière la généralisation de la responsabilité limitée. Celles et ceux qui achètent une action de l'entreprise, donc une part de l'entreprise, ont une responsabilité, dans le sens où l'achat d'une action demande de mettre une mise dans l'entreprise. Mais elle est limitée parce que la responsabilité se limite au montant de la mise. Donc, imaginons que l'entreprise est un échec commercial complet et accumule les dettes, l'actionnaire n'est pas responsable jusqu'à la dernière pièce et au dernier lopin de terre, comme pouvait l'être Henri Nestlé et son partenaire. Donc l'actionnaire est un parieur qui mise sur un succès futur sans qu'il puisse être tenu responsable de toutes les répercussions de son investissement. En fait, il ne risque que sa mise initiale. Mais de retour dans notre biographie de Nestlé, on apprend que en 1875, un nouvel agrandissement de la fabrique est nécessaire. Pour le réaliser, Nestlé aurait besoin de très importants capitaux. Plutôt que de s'endetter, il vend son entreprise. Les acheteurs fondent alors une société anonyme, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée, jetant les bases de nouvelles méthodes de financement qui permettent une expansion rapide. Alors de son côté, lui, Henri Nestlé, préfère la responsabilité personnelle du propriétaire entrepreneur. Du point de vue des méthodes de financement, Nestlé n'est absolument pas moderne. Et il faut dire qu'il n'est pas le seul à être conservateur. En fait, il y a toute une résistance à ce modèle de la responsabilité limitée. Parce que cette innovation commerciale, c'est aussi un changement moral. D'abord parce que cette innovation financière, c'est l'inverse de la morale chrétienne qui prône une forme de responsabilité infinie de tous vers l'infini et l'au-delà. Mais aussi parce que, logiquement, la responsabilité limitée rime avec promotion de l'irresponsabilité.
Pour l'anecdote, moi, donc, dans le cadre de mes travaux, je vais beaucoup dans les archives. Et quand vous prenez des archives de journaux du 19e siècle, dans les années, par exemple, 1870, etc., et que vous regardez les publicités, vous avez beaucoup d'entreprises qui, dans leurs publicités, impriment en très gros caractères « entreprise à responsabilité illimitée », pour justement bien montrer que si elles vous vendent quelque chose qui va pas, si elles se comportent mal, les actionnaires sont pleinement responsables. Donc c'était même un argument presque commercial de garder la responsabilité illimitée. Ça a été comme ça effectivement jusque dans les années 1890, et après ça s'est un peu érodé, quoi. L'autre critique, c'est que l'équation n'est pas vraiment balancée. D'un côté, vous avez les actionnaires qui possèdent l'entreprise, qui sont responsables uniquement de leur mise, alors que l'entreprise, en théorie, elle peut se retrouver responsable d'une dette infinie. Mais toutes ces critiques, elles n'empêchent pas la domination de ce mode d'organisation ou son évolution, comme le raconte Guillaume Vimet. La crise de 29 évidemment passe par là, la Deuxième Guerre mondiale passe par là, et les entreprises, par ces crises successives, sont de plus en plus sommées de satisfaire des objectifs autres que les seuls intérêts privés de l'actionnaire. Et en fait, Friedman vient à un moment finalement réaffirmer des arguments qui avaient déjà été affirmés 60 ou 70 ans plus tôt pour dire non, en fait, le but de l'entreprise, c'est uniquement de maximiser l'intérêt pour l'actionnaire. Et donc il publie cette tribune très célèbre où il dit « La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de maximiser le profit pour l'actionnaire ». La recherche de maximiser le profit des actionnaires, elle arrive aussi en plein dans cette guerre froide entre le modèle capitaliste et l'économie planifiée bureaucratique de l'URSS. Et le cœur de l'argument de Milton Friedman, c'est de dire qu'une économie planifiée est inefficace parce que le bureaucrate n'a pas d'incitation en fait à bien faire ou à améliorer son travail. Et Milton Friedman, qui est au cœur de ce courant libéral, explique d'ailleurs que partout où la bureaucratie gouvernementale s'impose, les coûts augmentent et la qualité baisse. This phenomenon is not an all specialist schooling. Wherever government bureaucracy takes over, costs go up and quality goes down. Donc lui, il pousse à changer la structuration des entreprises, à faire en sorte que les actionnaires rémunèrent les directeurs, donc ceux qui gèrent au jour le jour, avec des actions en fonction de leur performance. Ce que ça produit, c'est d'aligner davantage les intérêts des directeurs, donc ceux qui gèrent l'entreprise, avec ceux des actionnaires, donc ceux qui possèdent l'entreprise et prennent uniquement des décisions 1 ou 2 fois par an. Et les années 70, c'est aussi la montée en force des systèmes de retraite, la plupart par capitalisation. Donc l'épargne des classes moyennes est transformée en actions par des fonds de pension. Ça veut dire qu'une large partie des classes moyennes ont pour leur retraite un intérêt à la bonne performance boursière des entreprises. Toutes ces évolutions concernent Nestlé, parce que ses directeurs sont rémunérés de cette manière, parce qu'elle est possédée entre autres par des fonds de pension suisses qui prennent part au vote, mais aussi par une multitude de petits actionnaires qui y placent leurs épargnes. Avec autant d'actionnaires, l'entreprise Nestlé est devenue un peu trop grosse pour disparaître sans emporter avec elle la retraite de centaines de milliers de personnes. Donc, toutes ces périodes des années 70, c'est en fait celle d'un grand alignement. L'intérêt de la direction de l'entreprise est aligné avec l'intérêt des actionnaires, une partie de plus en plus large des citoyens, qu'ils soient suisses ou allemands, est alignée aussi par leur retraite et par leur épargne, et donc au final les partis politiques s'alignent eux aussi par l'intérêt des citoyens. En fait ça fait pas mal de monde qui veulent la même chose, faire monter le prix de cette action. Mais c'est aussi dans les années 70-80 que l'on voit un tournant dans la nature des catastrophes industrielles. Elles peuvent devenir tellement massives qu'elles impactent des gens très loin. C'est l'idée de dire que vous pouvez vous retrouver à subir des pertes si Nestlé ou n'importe qui fait des choses mauvaises, alors que vous n'avez à aucun moment noué un contrat avec Nestlé. Par exemple, les pêcheurs impactés par le naufrage d'un pétrolier britannique en 1967. Et ça apporte plein de nouvelles questions. L'entreprise est bien responsable de la marée noire, mais doit-elle dédommager les familles de pêcheurs qui ont été ruinées par cet accident industriel? Et le restaurant de poissons, et le magasin de pêche, et l'industrie touristique de la région. Mais c'est une catastrophe beaucoup plus choquante qui va montrer que le caractère illimité de la dette d'une entreprise, c'est pas qu'une théorie. Et je vous préviens, les images sont difficiles. Il était 2 heures hier matin. Les 500 000 habitants de Bhopal dormaient et c'est en silence que la mort s'est abattue sur eux. Rien ne laissait prévoir la catastrophe. La plupart de ces gens ignoraient même jusqu'à l'existence de la cuve de 45 tonnes de produits toxiques enterrée au milieu des faubourgs de la ville, pratiquement à côté d'eux. 3500 personnes mortes en une nuit,
des milliers d'autres plus tard après avoir été exposés, et ce serait en tout plus de 300 000 personnes qui ont vécu et vivent encore aujourd'hui avec des séquelles. L'entreprise indienne, UCIL, qui opère l'usine d'où se sont échappés les gaz, a un actionnaire principal. L'entreprise américaine Union Carbide a placé sa mise sur l'usine UCIL, des milliers de personnes en sont mortes, le pari et donc la mise est perdue, et on s'arrête là. L'Inde sait que UCIL agit comme une forme de société écran. Elle veut donc poursuivre l'actionnaire, l'entreprise Union Carbide, pour qu'elle dédommage plus que la mise, parce que notamment il y a des milliers de victimes. Et puis il y a une question de justice. Mais justement, la justice américaine va permettre, elle, à l'entreprise d'opposer sa responsabilité limitée de l'actionnaire. Le dédommagement ne dépasse pas les 470 millions de dollars. Le dirigeant américain de l'entreprise indienne a quitté l'Inde et ne sera jamais jugé. Cette affaire-là, en fait, c'est la suite logique de l'irresponsabilité que l'on a pu voir exprimée par Nestlé dans les années 70, pendant l'affaire Baby Killer. Elle opérait alors dans des pays qui ne disposaient pas de système judiciaire suffisamment solide pour se défendre des pratiques d'une multinationale. C'est un premier point très important, c'est que quand on a libéralisé la responsabilité limitée au 19e siècle, tout le monde avait en tête que quand on parlait d'actionnaires à responsabilité limitée, on parlait forcément de personnes physiques. L'idée même qu'une entreprise puisse être actionnaire d'une autre entreprise n'existait absolument pas à l'époque. C'est vraiment qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, dans le New Jersey, etc., que ça a commencé à apparaître. Et aujourd'hui, effectivement, tout ça a pris des proportions absolument considérables, probablement dans tous les secteurs d'activité. C'est souvent des centaines, voire des milliers d'entités juridiques distinctes, avec des structures pyramidales extrêmement complexes. Vous n'avez peut-être jamais vu le drapeau du Palau. Pourtant, en 2019, ce drapeau flottait sur 59,5% des vieux navires de commerce dans les semaines qui ont précédé leur destruction. Cette statistique un peu anecdotique, elle vient encore une fois du travail de Guillaume Vimet. Si on prend un navire qui est siglé avec le nom d'une entreprise européenne bien connue, par exemple CMA CGM Impala, il affiche les couleurs de l'entreprise, mais il est géré par une entreprise tiers qui va l'enregistrer sous un drapeau français, panaméen, grec ou autre. L'intérêt, c'est qu'en fonction du drapeau, les règles changent. Par exemple, un drapeau français facilite les opérations dans les ports français, mais ça vient avec plein de régulations, par exemple sur la démolition du bateau. Quand vient le moment de détruire un vieux navire, il peut être enregistré au Palau. Donc, il met le drapeau, il se dirige vers l'Inde, où il est vendu à une autre entreprise spécialisée dans la destruction de navires. Et l'avantage de cette structuration et de ce drapeau, c'est qu'ils permettent en fait à l'entreprise européenne et ses actionnaires de n'avoir aucune responsabilité. Parce que ce ne sont pas eux qui ont échoué le bateau sur une plage indienne. Ce ne sont pas eux non plus qui causent les pollutions, et puis ce ne sont surtout pas eux qui embauchent des travailleurs de 14 ans en claquettes et sans masque pour désosser un navire plein d'amiante. Comment pourrait-il être tenu responsable de tout ça? Mais une fois que cette irresponsabilité elle est actée, les actionnaires et les dirigeants d'une entreprise, ils peuvent se permettre de bouger un peu plus vite, de prendre plus de risques. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve érigée en dicton, par exemple, par le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui explique que le dicton connu, c'est bouger vite et casser les choses. Famously, it used to be move fast and break things. And the idea was that we tolerated some amount of bugs in the software in order to basically encourage people to move quickly. Dans Facebook, il tolérait un certain nombre de bugs, donc de problèmes dans le produit pour aller plus vite. L'idée étant que fabriquer un logiciel imparfait, avec des fautes, permettait d'aller plus vite, et que cette vitesse permet d'apprendre, et donc au final, l'entreprise est gagnante. Mais à la fin de cet extrait, il pose une question vraiment importante. Of course, we're going to learn faster and we're going to build something better if you're shipping something every day. So the question is, what are you willing to give up? Selon lui, pour aller plus vite, il faut quand même se demander ce que l'on est prêt à sacrifier. Parce que aller vite, c'est prendre des risques, celui de se planter, de garder des bugs dans le logiciel, voire même de faciliter les fuites de données. Mais les entrepreneurs modernes savent qu'il est possible de casser pas mal de choses sans jamais en être vraiment tenu responsable. Voici ce que répond la directrice d'une filiale de Nestlé dans son témoignage en 2025 lors de la commission d'enquête sur le scandale Nestlé Waters. Est-ce que c'est les prédécesseurs qui géraient et administraient les sites qui sont en cause, ou est-ce que vous voulez dire que c'est hérité du passé de Nestlé? Je n'ai pas l'information. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'affaires de bébés morts, cette affaire n'a pas causé de mort. Par contre, cette fois-ci, si vous regardez cette vidéo, vous faites probablement partie des victimes directes. L'affaire en question, c'est que Nestlé Waters produit des bouteilles de Perrier, de Vittel, de Contrex, de San-Pellegrino. Bref, l'entreprise extrait de l'eau minérale pour la vendre. L'eau minérale, c'est de l'eau qui est mise en bouteille à la source, sans
aucun traitement, et c'est pour cette raison qu'elle est vendue plus cher. Or, le problème, c'est que, en fait, les sources en question sont contaminées, notamment avec des matières fécales, c'est-à-dire du caca. Ce type d'incident arrive, c'est pas un drame en soi d'avoir des pollutions de temps en temps tant qu'elles sont repérées. Mais le problème, c'est que plutôt que de dire « bon, nos sources sont contaminées, on arrête temporairement la production » ou de partir sur « bon, en fait, on va juste produire de l'eau qui n'est pas minérale, donc avec tous les traitements qu'il faut », Nestlé a fait un autre choix. Ce choix, c'est celui de continuer de vendre de l'eau sous l'appellation minérale en utilisant des traitements non autorisés. Parce que si vous commencez à utiliser des filtres au charbon ou des filtres à 2 microns pour traiter l'eau, en fait, vous produisez de l'eau qui n'est plus minérale. Donc, vous êtes en train de commettre une fraude, parce qu'ici on va parler beaucoup de tromperie, mais en fait c'est une fraude. Pourquoi? Parce que 1, il y a infraction à la réglementation, on l'a dit, la directive européenne. 2, il y a tromperie, effectivement, des consommateurs qui pensaient acheter de l'eau pure, de sources minérales, naturelles, etc. Bon, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. 3, il y a eu un gain économique pour les opérateurs qui ont triché. Et 4, intentionnalité. Évidemment, c'est pas par hasard ce qui s'est passé. En fait, ils étaient très très conscients. La preuve, c'est qu'ils sont prêts à aller faire leur mea culpa dans les ministères. Donc on parle bien de fraude caractérisée. Et c'est pas une petite fraude. Les enquêtes préliminaires citées par Mediapart mentionnent un préjudice de 3 milliards d'euros. Et quelques calculs basiques montrent qu'effectivement, le préjudice est massif. En partant sur une consommation de 133 litres d'eau de boisson par an par personne. Le coût est de 4 centimes pour de l'eau sans label. Pour l'appellation eau de source, sans traitement, c'est autour de 25 €, et ça peut monter pour les eaux minérales à plus de 50 €. Il est possible que cette fraude ait commencé dans les années 90. Donc pour une famille de 4 personnes, le préjudice pourrait facilement dépasser les 1000 €. Et vu la consommation quotidienne des marques Nestlé comme Perrier, Vittel, Contrex, Separ ou San Pellegrino, ça va faire des millions de chèques de dédommagement à envoyer à des millions de foyers français. Alors, on n'est pas dans une dette illimitée, mais si, comme l'indique la commission sénatoriale, les traitements illégaux étaient systématiques, alors une grande partie du chiffre d'affaires de Nestlé Waters était d'origine frauduleuse. Et donc, le dédommagement pourrait, voire devrait, logiquement, dépasser la valeur même de la filiale Nestlé Waters. Et nous voilà donc déjà sur une question de responsabilité limitée, à savoir, est-ce que l'actionnaire, l'entreprise Nestlé Suisse, est complice de cette fraude? Et d'ailleurs, que va dire la justice suisse, si c'est le cas? Et on retrouve là également les critiques du court-termisme, de la responsabilité limitée et de l'alignement de l'intérêt des actionnaires avec ceux des directeurs. Et même d'un alignement allant jusqu'au manager, parce que comme l'indique la documentation de Nestlé, ils peuvent recevoir des actions en cas de bonus. Donc il y a vraiment un problème d'alignement des intérêts à défendre le cours boursier du groupe, et le rapporteur de cette commission d'enquête pose d'ailleurs une question qui va dans ce sens au directeur général de Nestlé. Depuis le début des années 2000, il a été décidé chez Nestlé de lier les bonus des managers au retrait des produits, ou plutôt à l'absence de retrait de produits. Est-ce que vous pouvez confirmer ce point? Alors, il y a dans les directions techniques des éléments qualitatifs, mais les critères de qualité, ce ne sont pas des critères de rappel. Les critères de qualité, ce sont des critères importants. Ça fait partie de l'ADN du groupe. Tueur de bébés, sein contre biberon, responsabilité de l'industrie dans la malnutrition. Et quand tout le monde, en fait, dans une entreprise, a intérêt à ce que la courbe monte, alors la petite fraude n'a aucun intérêt à être révélée. Elle passe d'un manager à l'autre, d'une direction à une autre, potentiellement pendant des années. Le temps passe, et ce qui était une petite fraude à l'origine, prend des proportions énormes. Et puis, inévitablement, elle commence à fuiter. Nestlé, ce sont des villes entières qui en dépendent, par des centaines d'emplois, mais aussi par des taxes spécifiques liées à l'eau minérale qui sont très importantes au niveau local. Ce sont donc des maires, des députés, des sénateurs qui peuvent voir leur intérêt, partiellement en tout cas, s'aligner avec ceux de l'entreprise. Et puis Nestlé, c'est aussi une société capitalisée à 240 milliards d'euros en 2025. Une partie de ses actions est concentrée dans le portefeuille boursier des 10% et surtout des 5% les plus riches de France, qui se trouvent eux aussi donc à avoir quelques intérêts alignés avec Nestlé. Et puis, ces 240 milliards, c'est aussi une partie importante de la retraite des Suisses, dont les intérêts se retrouvent, là encore une fois, alignés. Et cette masse de Suisses, ça peut entraîner aussi logiquement le gouvernement suisse à être aligné. Et d'une manière encore peu claire, on va découvrir dans cette commission d'enquête que l'intérêt du gouvernement français s'est lui aussi aligné avec celui de Nestlé, notamment par les actions d'Alexis Kohler, le principal conseiller de Macron. Solennellement, il n'y a pas de dispense pour Alexis Kohler. L'Élysée n'est pas une cité interdite. Et donc, Monsieur le Président, à situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle. Nous allons faire toute la transparence sur ce que nous savons de la présence de l'Élysée dans cette affaire. Alexis Kohler a rencontré plusieurs fois les dirigeants de Nestlé Waters et n'a en rien accéléré la révélation de la fraude. Au contraire. Et puis, Alexis Kohler, encore, a décidé de ne pas participer à cette commission d'enquête, malgré les éléments décrivant sa forte implication. Cet alignement des intérêts montre que les entreprises comme Nestlé peuvent, grâce à leur structure actionnariale, devenir too big to fail, comme on disait des banques en 2008. C'est-à-dire trop grosses pour faire faillite, au point où que même le gouvernement français trouve un intérêt à couvrir et même accompagner les actions illégales de Nestlé. Et puis dans ce scandale, on découvre aussi à quel point le dicton de Mark Zuckerberg, d'aller vite et de casser des choses, est une pratique ancrée, notamment avec l'utilisation de la filtration par Nestlé. Donc comme on l'a dit, l'eau minérale n'est pas censée être filtrée du tout. C'est comme un label qui dit « j'ai pris une bouteille en plastique, je l'ai remplie dans la source et vous pouvez la boire telle qu'elle ». La promesse, c'est de boire une eau de montagne comme si vous y étiez, mais sans faire la randonnée de 5 heures pour y aller. La législation autorisait à la rigueur une filtration à 0,8 microns. C'est des filtres qui permettent de virer des particules de sable ou de poussière ou ce genre de choses, mais pas de bactéries. Par contre, elle n'autorisait pas d'utiliser des filtres plus petits, comme ceux à 0,2 microns, qui servent uniquement et vraiment à filtrer les bactéries. Ce que nous dit cet ancien directeur de Nestlé Waters, c'est qu'ils vont plus vite que la loi, quitte à casser la réglementation de l'eau minérale. Est-ce qu'il y a un moment dans ce processus de construction de ce plan où vous vous êtes quand même posé la question de dire on est quand même en train de mettre en place par quelque chose qui n'a pas été visé par personne, ces histoires de 0,2 microns? Nos experts sont convaincus que le 0,2 est et sera réglementaire. Oui, mais ils sont convaincus, je veux dire, on s'en assure quand même avant de mettre 50 millions d'euros sur la table. Enfin, je sais que Nestlé a de l'argent, mais une multinationale qui a les moyens, mais quand même. Ce qu'ils apprennent de cette vitesse, c'est que en fait, ils sont en position de force, puisqu'en face, les interlocuteurs ne sont pas toujours au niveau. Après, la personne de la DGCCRF qui était présente n'était pas, il me semble, un spécialiste du sujet des eaux, donc elle était un peu embarrassée pour nous dire il y a un problème très grave, il y a un problème, ou alors effectivement c'est du domaine du problème d'interprétation. Mais l'expertise de Nestlé, c'est pas non plus un truc infaillible. Par exemple, dans l'affaire de Buitoni, une autre filiale de Nestlé qui a vendu des pizzas contaminées ayant causé la mort de 2 enfants et des séquelles à vie pour une dizaine d'autres. En plus des décès de Kelly et Nathan, l'implication de 53 enfants et d'un adulte sur l'ensemble du territoire. Ils garderont pour la plupart de lourdes séquelles. C'est terrible, on est peiné, nous on continue, on investigue et on se remettra en compte si c'est nécessaire, on continue les investigations. Les critères de qualité sont des critères importants, ça fait partie de l'ADN du groupe. Et le cas de l'affaire de Nestlé Waters, lui aussi comprenait des risques sanitaires, comme l'indique le rapporteur de la commission d'enquête. Vous avez des eaux brutes en effet qui sont contaminées avec des bactéries à l'intérieur, avec Escherichia coli, donc des bactéries que les gens connaissent, qui sont des bactéries en effet dangereuses, qui peuvent amener des problèmes. En Espagne, il y a eu déjà des cas graves de contamination avec ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a des filtrations qui sont mises en place pour quelque part s'assurer que ces bactéries sont éliminées. Or, les filtrations qui existent aujourd'hui, elles sont considérées comme une fausse sécurité par le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Pourquoi une fausse sécurité? Si vous voulez, cette eau, elle a besoin d'être traitée comme l'eau du robinet par des filtres à charbon, des lampes à UV. Elle a besoin d'être traitée. Or, elle ne l'est pas parce que aujourd'hui, l'appellation eau minérale naturelle ne fait en sorte qu'elle ne le soit pas et qu'il y a une difficulté de Nestlé à renoncer à cette appellation eau minérale naturelle. Depuis cette commission d'enquête, Nestlé s'est organisé pour monter une opération de communication, pour assurer que son eau a toujours été sûre, et promeut à la place son nouveau produit, Maison Perrier, qui n'est plus sous l'appellation eau minérale. De son côté, l'association de défense des consommateurs, UFC Que Choisir, a porté plainte contre Nestlé pour fraude, mais aussi contre des anciens ministres, pour leur action dans cette fraude. Mais se pose alors la question de ce que peut vraiment la justice face à des entreprises trop grosses pour faire faillite. Sanctionner l'entreprise du montant des gains de la fraude, ce serait quelque chose qui s'approche peut-être des 3 milliards d'euros, soit 2 ans de chiffre d'affaires. Ça reviendrait sans doute à la fermeture de Nestlé Waters France, parce que là encore, on arrive à une question de responsabilité limitée, puisque il paraît difficile d'aller faire payer celles et ceux qui ont profité de la fraude pendant toutes ces années, d'aller chercher les anciens actionnaires, de leur demander de reverser les dividendes frauduleuses qu'ils ont pu toucher en 2018 ou en 2022. Donc vous l'aurez compris, les actionnaires deviennent irresponsables même quand ils bénéficient directement d'une fraude. Et c'est là qu'on en revient au scandale des tueurs de bébés.
c'est que les pays qui ont été victimes de ces pratiques de vente meurtrières, ce sont ceux qui n'avaient pas le pouvoir de défendre leurs citoyens. C'était des pays qui ne disposaient pas des systèmes judiciaires capables. Et la question que pose cette affaire de Nestlé Waters, elle est là en fait. C'est de savoir si en 2025, les pratiques commerciales meurtrières ne sont pas en train de s'imposer partout à la suite de l'affaiblissement de nos bureaucraties, de nos fonctionnaires, de nos agences de contrôle, de notre justice, par rapport au pouvoir d'actionnaires largement irresponsables. Alors peut-être qu'il est temps de séparer l'idée de marché de celle d'entreprise irresponsable. Parce que quand le patron de Nestlé dit ça... Nous croyons à la libre concurrence, c'est un principe fondateur d'une économie de marché, donc absolument nous y croyons et nous la respectons dans beaucoup d'aspects, et on peut parler des sujets environnementaux, on aimerait parfois qu'il y ait plus de réglementation. Et bien là, en fait, on pourrait avoir les mêmes rires que dans le Sénat américain. Parce que Nestlé, c'est vraiment scandale sur scandale. L'affaire des tueurs de bébés et sa variante moderne avec le sucre dans le lait en poudre, les pizzas Buitoni, des forages d'eau minérale illégaux, la fraude de l'eau minérale, et il y en a d'autres. Les pratiques du groupe sont vraiment à l'opposé d'une libre concurrence qui implique que les règles soient les mêmes pour toutes les entreprises. Alors justement, on peut revenir à notre histoire de la responsabilité limitée et comprendre que c'est une loi humaine. Elle peut être remise en question, surtout en cas de fraude. Si la France et ses citoyens veulent vraiment faire payer Nestlé, ou toute autre entreprise qui fraude, ils peuvent le faire. Bien sûr, ça pose beaucoup de questions derrière, parce qu'il y a notamment un risque de faire fuir les investissements étrangers. Mais l'alternative, donc de ne rien faire, ne semble pas non plus souhaitable. Parce que si le plan c'est d'attirer des investissements étrangers en leur promettant l'irresponsabilité, notre économie va ressembler de plus en plus à une collection d'arnaques gérées par des irresponsables. Une autre solution alors, c'est peut-être de renforcer les moyens d'enquête des agences indépendantes. Parce que cette affaire montre bien l'importance de celle-ci. C'est là tout le danger que posent les fans de tronçonneuses qui veulent réduire le nombre, la force, la pertinence de ces agences. Sans l'alerte d'une fonctionnaire de l'ARS, un de ces sigles que personne ne connaît, sans l'enquête de la DGCCRF, un autre sigle trop long pour le dire, la fraude aurait pu se poursuivre. Et pour ceux qui veulent un marché libre, avec un droit de la concurrence et tout le tralala, alors il faut que la force de ces agences soit en tout point égale à celle des entreprises. Alors ça coûte cher, certes, mais c'est soit ça, soit accepter de sacrifier un peu plus chaque année la santé, la vie et le pouvoir politique des citoyens français au nom du pouvoir des actionnaires. Tout ça sans qu'on comprenne vraiment en quoi toute cette irresponsabilité des entreprises nous serait bénéfique. Clairement, l'entreprise de Henri Nestlé, responsable jusqu'au dernier sou, n'existe plus. Elle a été remplacée par une organisation qui, comme beaucoup d'autres, est dans une quête d'irresponsabilité absolue. Et quand on revient à Milton Friedman, qui disait que c'est une grande erreur que de juger les politiques et leurs programmes par leurs intentions plutôt que par leurs résultats, Great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results. Certains vont tenter de dire que Nestlé c'est juste une mauvaise pomme, mais quand c'est la plus grande entreprise agroalimentaire européenne qui est touchée, c'est malheureusement que tout le verger est pourri. Parce que le citoyen lambda, lui, est bien content de savoir que l'extension de la responsabilité limitée permet aux entreprises de bouger vite et de casser des choses. Mais son intérêt à lui, il est de moins en moins aligné avec ça. Le libéralisme des années 50 et 80, lui, il avait une manière d'aligner les intérêts de la majorité des citoyens européens par un enrichissement relatif des travailleurs. C'était clairement aux dépens de ce qui était décrit comme le tiers-monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui permet d'apaiser l'indignation par rapport à ces pratiques? Et pour finir, j'aimerais vous poser à vous la question de Zuckerberg. S'il faut que les entreprises puissent casser des choses pour aller plus vite et être compétitives, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour ça? Merci d'avoir regardé cet épisode, c'était Stupid Economics. Sur ce,